Le thème qu'on va aborder maintenant, donc pour ce début d'après-midi, c'est celui-ci, donc garde-fou des libertés, comment restaurer l'état de droit. Je pense qu'il y a du travail, hein. Il y a du travail de fond d'ailleurs. Alors on a des belles têtes chercheuses qui sont là, des gens qui sont capables de réfléchir à tout ça, qui vont certainement nous éclairer beaucoup de leur savoir. Donc comme par exemple Emmanuelle Darle qui est là, qui est enseignante chercheuse, Karima Rouizi qui est avocate, maître Karima Rouizi, maître Rado Douta qui est aussi avocat puisque je l'appelle maître, Olivier Kézou Rousseau qui est un ancien, c'est ça, hein, fonctionnaire européen et qui est juriste, donc il va pouvoir nous dire beaucoup de choses par rapport à l'Europe, je crois. Ça va être très intéressant. Et Roland Colbert, qui est psychologue, et vous allez voir qu'il a une approche intéressante. Ce qui est intéressant, toujours, c'est d'avoir une table ronde avec, comme je le dis, des têtes chercheuses et aussi des personnes qui sont capables de témoigner en termes empiriques. Et c'est ce croisement qui est vraiment intéressant pour nous. Alors on a ce sujet-là, comment restaurer l'état de droit. Donc on le sait, hein, il y a énormément de choses qui ont été mises en œuvre pendant cette crise liée à cette pandémie. Et je pense qu'on sait tous que la plupart des choses qui ont été mises en œuvre ne sont pas légales. Et on se demande, mais comment est-ce possible, puisque ça n'est pas légal, ça bafoue la Constitution, le droit, tout est bafoué, mais que se passe-t-il? Pourquoi ne parvient-on pas à arrêter ça? Alors y a-t-il une première personne parmi vous qui a envie de réagir par rapport à ça? Oui? Vous voulez prendre le micro? Je vous en prie, maître. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour le travail formidable qu'ils ont fait. Et je souhaitais également vous remercier pour votre venue ici dans la salle. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'effectivement, même lorsque la pandémie est soi-disant terminée, c'est peut-être vraiment le moment de penser à réfléchir lorsque nous sommes plus dans l'urgence, lorsque nous n'avons plus, disons, cette épée de Damoclès sur le dos. Moi, mon opinion, effectivement, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que c'est effectivement un véritable échec juridique, puisque sur le papier, on avait toutes les garanties de liberté pour éviter un tel fiasco. Donc, on avait l'article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect d'un consentement libre et éclairé, les garanties contre la discrimination, donc les garanties constitutionnelles, l'égalité sera plus habilité pour évoquer le sujet que moi. Et finalement, donc, il était devenu facile de sauver des vies, donc dans une société qui s'ennuie. Donc, il faut, pour sauver des vies, il suffit de rester chez soi. Donc, c'était devenu extrêmement simple. Cette interdiction de soigner. Et donc tout ça a provoqué un état d'urgence qui, à mon avis, donc est la cause de l'échec du droit. Nous sommes passés de l'état d'une société de droit à un état d'urgence permanent. Donc ne réfléchissez plus, et une forme très archaïque de pouvoir, mettant sur le fait accompli le citoyen devant les atteintes à la liberté et sans possibilité effective de recours, disons, à court terme. Il n'y a effectivement pas, il n'y a pas eu d'effectivité, de possibilité de recours à court terme, ou très peu. Et en tout cas, s'il y en a eu, elles ont été toujours soumises à un contrôle de proportionnalité du juge. Et le juge, effectivement, est aussi sensible que chacun d'entre nous, donc à la propagande médiatique, est également... on ne peut pas, on ne pourra pas... je vois mal comment un juge pourrait... dire qu'il n'y a pas de proportionnalité aux mesures sanitaires
en plein état d'urgence, donc en pleine situation où tous les jours donc on a des informations qui nous font penser que la crise empire. Bon, j'évoquerai, disons, pour moi, je n'ai pas de solution, disons, juridique sur mesure, si ce n'est d'assurer le respect des principes déjà acquis et déjà connus. Je pense que la solution, donc, elle vient de chacun d'entre nous, donc par le biais de collectifs comme Freilieven, de différentes initiatives de création d'unités de réflexion pour permettre d'agir. Alors agir quand on a aussi un peu plus de temps devant nous, quand on n'est pas toujours gouverné par l'urgence. Donc des actions, par exemple, en responsabilité civile de l'État, sur le principe de la responsabilité civile pour le non-respect des traités signés, donc des traités qui ont été bafoués par le Covid check. Donc ce sont l'État a l'obligation de respecter les conventions internationales. On peut très bien envisager, par exemple, un recours qui vise à engager la responsabilité de l'État pour non-respect pour un citoyen qui s'est vu privé de droits, qui s'est vu discriminé donc par l'application du principe Covid check. La responsabilité pénale également, donc on a évidemment, il s'agit de responsabiliser également les dirigeants, hein, de faire qu'ils ne se renvoient pas la balle comme dans une partie de pelote, mais bien qu'ils assument leur choix de mise en place d'une politique vaccinale. Et on sait que les effets secondaires graves et les décès, donc il y a eu suffisamment d'annonces dans ce contexte, n'étaient pas une simple éventualité, mais une certitude statistique. Donc ceux qui ont ordonné effectivement l'application du Covid check et l'obligation vaccinale déguisée doivent également en tirer la responsabilité, à mon sens, y compris sur le plan pénal. Alors, bon, comment faire? On a des collectifs comme Freilieven. Bon, moi, j'ai entendu qu'il y avait un projet de loi, par exemple, sur les recours collectifs en matière de consommation, de droit de la consommation pour défendre les droits des consommateurs. Donc, c'est très bien. Mais on pourrait effectivement envisager d'étendre ces organismes protecteurs des intérêts collectifs. On pourrait très bien les envisager pour, par exemple, défendre les intérêts des patients ou des victimes d'effets secondaires, sans nécessairement que quelqu'un doive assumer derrière la seule et entière responsabilité du recours. Je pense que c'est cette pratique, à mon avis, qui doit être généralisée. Et sur ce, voilà, je vais laisser mes collègues ici présents, donc éventuellement creuser un petit peu le propos et revenir sur leur point de vue respectif. Alors j'ai vu que Maître Rouisy a pris le micro, donc je me suis dit certainement elle a quelque chose à ajouter. Voilà. Merci beaucoup. Donc bonjour. Alors déjà, je voudrais rendre encore hommage au professeur Montagnier, qui nous a quittés trop tôt et qui a accepté sans condition donc pour venir au débat qui a eu lieu il y a à peu près un an et qui a eu beaucoup d'effets. Donc je vous invite à regarder de nouveau ces déclarations. Il y a des extraits, c'est très important pour vous-même et pour les générations futures. Prenez-en bien note. Alors évidemment, je remercie aussi Alexandra Royaucote qui était venue et le professeur Perron qui était venu aussi pour le second débat. Alors, l'état de droit au Luxembourg. Je vais d'abord dire une chose qui est importante par rapport à ce que tu as dit, la responsabilité pénale au Luxembourg. Il est impossible au Luxembourg d'engager la responsabilité pénale de l'État. Il y a une disposition dans le code pénal qui donne impunité à l'État, les villes, les bourgmestres, donc certaines entités publiques. Ensuite,
la responsabilité, en fait, du ministre ou des autres ministres ne peut être engagée que par des membres de la Chambre des députés, qui ont le droit de saisir donc la Cour supérieure de justice, et la Constitution, où les textes de loi luxembourgeois ne donnent aucune autre précision. Donc il est indiqué simplement, un texte déterminera la procédure pour ce faire, et il n'y a aucun texte. Donc actuellement, si vous voulez engager la responsabilité pénale du gouvernement ou de ministres, ou même de députés, vous ne pouvez pas le faire. Ils ont une impunité pénale. Alors, l'état de droit, c'est pas, ce que je vais dire, c'est pas propre au Luxembourg. C'est, on va dire, presque mondial, mis à part quelques États. Effectivement, le droit, les droits fondamentaux ont été bafoués. Tout le monde en était tout à fait conscient. Il y avait effectivement toute cette propagande de la peur des cas. Les gens n'ont pas compris qu'un cas n'est pas un malade depuis le début. Après, il y a eu aussi toute cette politique de l'État avec les invitations à venir faire des tests, à faire des prises de sang, dans un contexte où il y avait un confinement total. Bon, au Luxembourg, on avait quand même le droit de sortir, de se promener. C'était moins sévère que dans d'autres États. Mais il y avait toutes les conditions, justement, pour avoir peur. Plus les médias, les déclarations publiques, voilà. Mais les gens n'ont pas réfléchi non plus. Et donc là, je vais peut-être vous choquer, mais je vous rends aussi tous responsables de ce qui s'est passé. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui ont réfléchi depuis le début, qui ont dit que c'était pas normal. Pardon ? Non, je ne parle pas de lâcheté. Je ne parle pas de lâcheté. Il y a aussi des consciences. Soit on a conscience immédiatement, soit on n'a pas conscience. Et ça peut venir avec le temps. Mais là, maintenant, nous avons vécu, en fait, un épisode qui est grave. On a tous été personnellement touchés par tout cela. Donc, il appartient aussi donc, aux citoyens, s'il y a de nouveau une crise comme ça, de réfléchir. Et pour les plus anciens, il y a un autre point que vous avez tous oublié, c'est qu'on avait déjà connu des crises similaires, et même dans les années 80 et 90 avec le sida. Et à cette époque-là, on ne savait rien non plus, et on n'avait pas réagi comme ça. Je parle du « on » de manière impersonnelle. Hein. Je ne dis pas moi, lui ou vous, de manière générale. Donc, on n'avait pas réagi de la même manière. Et concernant le coronavirus, il ne fallait pas réagir comme on l'a fait, au mépris donc des droits et libertés fondamentales. Et mon confrère a dit que les magistrats ne pouvaient pas décider autrement. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Les magistrats sont là pour défendre les droits et libertés fondamentales, quelle que soit la situation. Quand on est dans un état de droit, on a le droit d'agir et de se faire entendre. Et c'est ensuite au juge de décider s'il y a proportionnalité ou pas. Je mets quand même entre parenthèses la période de 2020 où effectivement il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Mais à partir de 2021, il y avait suffisamment de recul et de publications, d'avis de scientifiques, d'avis même de journalistes dans d'autres pays ou ici au Luxembourg, et on pouvait se faire une opinion réelle du danger du coronavirus. Mais le pire, c'est que la plupart des gens n'ont même pas écouté ce que disaient les hommes politiques. Parce que Madame Lehnert, elle disait bien à chaque fois, mais ne vous inquiétez pas, les personnes décédées ont plus de 70 ans, plus de 80 ans. Ne vous inquiétez pas, le virus n'est pas dangereux pour les enfants. C'était public, tout était dit. Il fallait analyser. Tout le monde devait analyser ce qui était dit et écrit. Et chacun devait rechercher. Et donc, les magistrats qui sont là pour défendre les droits et libertés fondamentales, eux
aussi doivent faire des recherches et analyser. Alors là, par rapport à toutes les décisions de justice qu'il y a eu, qui ont été rendues, on a effectivement des contrôles de constitutionnalité qui ont été faits, ou même, je crois, dans certains cas, un contrôle de conventionnalité qui a été fait, mais à une période donnée, par rapport à des faits qui étaient en 2020 ou début 2021. Il ne faut pas oublier que la situation, donc, elle a évolué et elle a changé, et donc les magistrats doivent aussi se rendre compte de tout cela. Et il vous appartient aussi à tous d'expliquer la réalité, d'expliquer les choses aux gens, même s'ils ne veulent pas vous entendre, vous écouter, avec des petits mots de temps en temps. Et faire comprendre justement que nos droits et libertés fondamentales doivent être préservés quoi qu'il arrive. Le professeur Rousseau, qui est professeur donc à une université à Paris et qui est d'ailleurs délégué, je crois, au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État, a bien dit qu'une crise permet d'évaluer si nous sommes toujours dans un état de droit ou non. Je résume ce qu'il a dit, hein, parce qu'il a dit bien plus joliment que ce que je viens de dire. Donc, c'est important. Et il ne faut pas se résigner. Et c'est bien qu'il y ait donc cette possibilité maintenant du droit au Luxembourg qui va s'ouvrir, mais maintenant, enfin bon, ils disent comme quoi les actions collectives vont pouvoir avoir lieu grâce à un changement de la loi. Bon, ce sera des recours collectifs qui seront dans certains domaines précis, mais après, rien n'interdit à chacun d'agir collectivement quand vous n'êtes pas d'accord, pour faire savoir que vous n'êtes pas d'accord. Un email à votre député, un mail à votre maire, à votre bourgmestre, pardon, allez discuter, même vous n'êtes pas d'accord par rapport à une problématique juridique, faites-le savoir. Il nous appartient d'agir également. Oui, parce qu'on n'est pas, c'est un peu politique ce que je vais dire, mais c'est une vérité. Vous êtes en train d'abandonner votre intelligence et vos droits fondamentaux entre les mains d'hommes politiques qui, certes, ont été élus, mais on oublie tous qu'ils n'ont pas de mandat impératif. Donc, une fois qu'ils sont élus, si vous ne faites pas une pression sur eux pour qu'ils appliquent vraiment leur programme, si vous ne leur faites pas savoir votre volonté, vos attentes, ils ne peuvent pas le deviner aussi que vous n'êtes pas d'accord. Je vais donner la parole peut-être à Olivier Kézou. Vous avez pris beaucoup de notes et que vous étiez prêt à réagir. Merci beaucoup, Karima. Oui, merci. Je crois que nous faisons aussi ensemble un diagnostic de juristes sur ce qui s'est passé, pour essayer de comprendre ce qu'il faudrait changer pour que ça ne se produise plus. Donc une des choses que moi je voudrais rajouter, c'est la notion d'abus. La notion d'abus, c'est-à-dire l'abus, c'est au fond le contraire de la justice, c'est le contraire du droit, comme le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Alors l'abus de droit, les autres juristes ici connaissent bien, mais je vais vous donner un exemple. Les droits que nous avons, ils ont une fonction sociale. Ce ne sont pas des absolus. Donc il y avait en France deux voisins. Un, c'était à l'époque où il y avait des ballons dirigeables. Un avait des ballons dirigeables, et puis quand ces ballons atterrissaient, ils atterrissaient sur le champ du voisin, qui n'aimait pas que... voilà. Donc le voisin en question avait monté des pieux bien tranchants sur son champ quand le ballon a crevé. Alors, le voisin victime a fait un procès et il a mis en cause est-ce que fait mon voisin? Et ben, comment? C'est mon droit de propriété. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je trouve que c'est décoratif, là, les poteaux bien tranchants. Voilà. Non, il a perdu son procès sur l'idée, mais non, vous avez utilisé votre droit, le droit que vous tirez du droit civil, d'une manière malveillante.
Voilà, c'est ça l'abus de droit. Bon, on a une notion tout à fait similaire en droit public, qui est le détournement de pouvoir. C'est-à-dire, une certaine autorité a un certain pouvoir, mais en vue d'un certain but. Par exemple, vous demandez un permis de construire, et le bourgmestre ne vous aime pas parce que vous n'êtes pas de son parti politique ou quoi, alors là, il ne va pas vous le donner. Il n'a pas le droit de ne pas vous le donner parce qu'il ne vous aime pas et que vous n'êtes pas du parti. Ça, on est dans l'abus. Bon. C'est bien ce qui s'est produit. Souvenons-nous, quand notre bon Bettel a voulu, il en avait assez des soi-disant 15% qui lui résistaient, il a renforcé, je crois que c'était au mois de janvier 2022, les non-vaccinés devaient faire des tests plus souvent, les tests étaient plus chers, on voyait toute une série de mesures. Il disait bien, son but, c'était que les gens craquent pour se faire vacciner. Mais c'était un détournement de pouvoir manifeste. Et il le disait lui-même. En réalité, il utilisait des moyens pour contraindre des gens qui, comme l'a dit Maître Tatou, bénéficient sur masse, par exemple, de l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du consentement libre et clair. Consentement, ça veut dire que j'ai le droit de dire non, sinon c'est pas du consentement, et puis surtout si c'est du consentement libre. Donc là, toutes les mesures qui étaient faites étaient bien autant de détournement de droit, donc d'abus de droit. Bon. La même chose avec la non-réintégration du personnel soignant en France. Maintenant, on est complètement dans l'acrobatie juridique sans filet, quand on sait que les breloques de Pfizer n'empêchent ni la contamination ni l'infection. Alors quand on dit non, mais ils devaient se faire vacciner pour pas contaminer les patients. Alors maintenant, on a la directrice de Pfizer qui a dit non, bon. Alors, où est la justification juridique? Si vous n'avez pas de justification juridique, vous êtes dans l'abus. Si vous êtes dans l'abus, vous êtes dans le contraire de l'état de droit. Hein, l'état de droit, c'est justement voilà, c'est la justice. Bon. Et ça me ramène, dans les dernières années de mon travail au service juridique, je savais une ancienne collègue, voilà. J'étais beaucoup impliqué dans les questions de harcèlement. Les 8 dernières années, le Parlement a pris conscience, bon, voilà. Et une notion, enfin un des critères qui est au cœur du harcèlement moral, c'est la conduite abusive. Voilà. Et quelque chose qui est caractéristique des gens qui... enfin, une des personnalités qu'on voit très souvent, c'est la personnalité des pervers narcissiques, dont vous avez probablement entendu parler, sont souvent ça. La meilleure comparaison que je peux donner pour comprendre quel est ce genre de personnalité, je la tire de l'astronomie. Vous avez entendu parler des trous noirs. C'est une étoile massive qui implose. Et elle a une telle gravité, hein, que même sa lumière n'est plus émise. La lumière ne sort plus, en quelque sorte, de son puits de gravité. Donc vous avez un astre noir comme l'encre. Mais si on arrive quand même à voir que cet astre existe, c'est parce qu'il y a un halo de lumière autour, et cet halo de lumière est fait par la destruction des astres qui s'approchent. Et c'est ça, un pervers narcissique est quelqu'un qui n'aura pas de lumière humaine par lui-même, mais qui va briller de la destruction de tous les gens qui s'approchent. Bon. Or, nous sommes dans des sociétés maintenant qui favorisent l'accession de ces gens-là. Il y a ce que j'appelle, moi, c'est ma formule, le triangle de légitimation de l'abus. Alors, la base du triangle, c'est la théorie de Darwin. Je suis désolé, parce qu'on nous a dit la science, il n'y a pas de dogme. Ben oui, c'est une théorie, hein. C'est pas un dogme. Voilà. Alors, je passe vite sur cette base-là. Elle sert de justification, de caution scientifique aux deux autres côtés. L'autre côté, le deuxième côté, c'est le côté économique. Au XIXe siècle, on a transposé les idées de Darwin
à l'économie en disant si vous êtes un opérateur économique qui a beaucoup de succès, qui élimine les autres, mais c'est dans l'ordre des choses. Ça, c'est très bien. Vous allez marcher sur ceux qui sont moins doués que vous allez les éliminer. Ah, ben ça, c'est très bien. Ça, c'est une concurrence saine. Voilà. Donc, ça, c'est le darwinisme projeté dans l'économie. Donc, voilà. À partir des années 80, ça nous est revenu en pleine figure. Hein, le libéralisme économique, moi je me souviens, Madelin, Léotard, en France, dans les années 80. Bon. Et le troisième côté, mais c'est le même triangle, c'est l'eugénisme. C'est la transposition dans le politique, dans la gestion de la société de ces idées-là. C'est l'eugénisme. Bon. À l'intérieur de ce triangle, les personnalités perverses narcissiques prospèrent. Parce que nous les voyons, excusez le terme vulgaire que je vais dire, ce sont des salauds. Non, non, ce sont des winners. Ce sont des winners, ce sont des leaders, c'est tout ce que vous voulez. Et j'ai été vraiment déconcerté parfois par le caractère manifeste de situations de harcèlement, où j'entends d'autres « Ah, mais c'est tellement étrange ». C'est quand même quelqu'un qui sait tellement faire travailler les autres, les rendre productifs. Bon. Donc, une chose est certaine pour moi, nous ne restaurerons pas l'état de droit avec une culture de l'abus, avec une promotion telle que nous la voyons maintenant. Vous voyez, Emmanuel Macron est la caricature. Hein, le gars du Canada, là, voilà, Trudeau. Je vais pas en faire la liste. Il y en a dans tous les coins. Mais, vous savez, j'avais envie de faire ma préparation en disant j'ai un DEA de droit européen, je l'ai toujours. Vous voyez, les Luxembourgeois, pourquoi je dis je l'ai toujours? Est-ce que quand on vous retire votre DEA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un tricheur. Ça veut dire que vous êtes un fraudeur. Ça veut dire que vous êtes un menteur. Et ça, c'est vraiment les qualités, les préconditions pour remplir des fonctions au plus haut niveau dans un État. Donc, non. Mais attendez, il n'y a pas que ça. Vous démissionnez pas. Mais dans votre parti, ça ne dérange pas que vous soyez un tricheur, un fraudeur, un menteur et que vous êtes à la tête du parti? C'est pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire on vit très bien avec un leader pas moral. Et puis quand vous êtes dans un gouvernement et que vous avez deux partis, dans deux partis qui se mettent souvent, eux, sur des trucs moralité sociale, moralité écologique, ça leur pose pas de problème de conscience? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Je vais tout de suite donner la parole à Emmanuel Darl. Je voulais juste dire une chose par rapport à ce que vient de dire Olivier Kézou-Rousseau. Pour votre information, il y a un nouveau jeu qui est sorti. C'est le Monopoly TIC. Il y a toutes les cases sauf la case prison. C'est pas de moi. C'est pas de moi. Alors, Karima, vas-y, juste donnerai la parole à Emmanuel. Ouais. J'en ai pour 30 secondes. Vous êtes luxembourgeois, vous vivez ici, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de la Chambre des députés par rapport au projet de loi et les modifications de la Constitution qui sont faites. Renseignez-vous tous, regardez les changements de Constitution qui vont rentrer en application à partir du mois de juillet de cette année. Je n'en dis pas plus. Préservez vos droits. Préservez vos droits et parlez-en. Merci, Karine. Emmanuel Darl. Oui, bonjour, bonjour à tous et merci donc pour votre accueil et aux organisateurs pour ces 2 journées de conférence. Donc moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate, je suis scientifique, je suis également citoyenne et je ne partage pas tout à fait l'avis, en tout cas, de ce que j'ai entendu. Notamment, en fait, en France, on a constaté que la justice était corrompue. On l'a constaté à plusieurs niveaux. Quand le Conseil constitutionnel piétine les droits fondamentaux des Français,
quand on sait notamment qu'il est dirigé par un monsieur dont le fils travaille pour le cabinet de conseil qui conseille le petit roi Macron, effectivement, on peut s'interroger à l'impartialité de la justice, à son rôle de neutralité et d'indépendance. Alors, bien sûr, alors on peut tous se dire, on peut tous se jeter la pierre en disant on est peut-être tous responsables, etc. Je pense pas. Je pense pas, puisque je me souviens des manifestations. On était des milliers, peut-être des millions, à travers la France, en plein mois de juillet, en plein mois d'août, pour dire non. Pour dire non, vous ne supprimerez pas nos droits fondamentaux. On a été des milliers, des millions à s'insurger contre le confinement, des milliers de parents à s'insurger contre le masque des enfants, les injections géniques expérimentales. Et il y a eu des recours. Ils ont été nombreux. Il y a eu notamment dernièrement un grand recours, une plainte nationale pour empoisonnement. Alors empoisonnement, ça peut paraître exagéré, crime contre l'humanité pareil, mais pourtant, quand on regarde en fait d'un point de vue scientifique, on s'aperçoit que le 6 mai 2021, une étude de l'université de Stanford a montré qu'il y avait une intégration génomique de ces injections à ARN messager dans les cellules du foie. Le 6 mai 2021. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le 26 août 2021, Olivier Véran a fait une déclaration dans le Figaro en disant non, non, mais c'est de l'intox. Ces vaccins ne rentrent pas dans l'ADN. Et ces manipulations, ces mensonges, etc., on en a vu, on a tous constaté ça. Je rappelle par exemple, à titre d'exemple, puisque ça figure dans la plainte, le 1er décembre 2021, la directrice de la NSM a menti devant le Sénat. Elle a dit, les non-vaccinés contaminent 12 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus, allez, les paris sont ouverts, que les vaccinés. La CADA, quelques mois plus tard, a annoncé à Laurent Toubiana et Pierre Chaillot que Santé publique France n'avait pas les données des statuts vaccinales, les hospitalisations par statut vaccinal et encore moins les décès. On a vécu des mois et des mois d'intox, des mois et des mois d'infox. Ces personnes-là ont terrorisé la population. Alors quand vous avez une population terrorisée, elle est prête à tout accepter. Les anciens ont accepté par masse ces vaccinations pour tout simplement, pour beaucoup rester dans leurs EHPAD, mais aussi pour leur permettre de pouvoir vivre. Et c'est ça le problème. Et aujourd'hui, cette plainte, donc cette grande plainte pour empoisonnement, donc qui est le fruit d'un travail collectif d'une poignée de personnes, de 2 juristes d'exception, du travail fabuleux de Christine Coton, qui a rassemblé notamment Marc Doyer, qui a perdu sa femme Morissette, qui a rassemblé Sonia, la tante de Sophia, et Marie-Carmen, qui a perdu son mari. Elle a été complètement balayée d'un revers de main par la Cour de justice, par le parquet de Paris. Alors, dire qu'il y a une justice en France, je trouve que c'est un grand mot. Alors bien sûr, il faudra multiplier les actions, parce qu'on ne va pas en rester là. Mais aujourd'hui, l'heure est avant tout, je pense, à la reconnaissance de toutes ces victimes qui souffrent, à qui on interdit même, et ça je tiens à le dire, même le fait de se déclarer comme victime auprès de la pharmacovigilance. Donc le chantier il est multiple. D'abord remettre de la cohérence dans l'incohérence, tant au niveau scientifique qu'au niveau judiciaire. Peut-être virer tous ces corrompus, parce que ce sont des corrompus. Ce sont des manipulateurs et des menteurs. Alors je pense qu'il nous appartient à tous de pouvoir justement lutter contre ça, dénoncer, continuer à faire des actions autant qu'il en faudra. Mais au bout d'un moment, j'ai foi que, en tout cas en France, il y ait bien un juge qui défende toutes ces personnes. Voilà, merci. Merci Emmanuel. Merci.
Merci Emmanuel. Je vérifie que ça fonctionne. Je vais directement donner la parole à Roland Colbert. Je ne me suis pas trompée cette fois. Parce qu'il a aussi fait une démarche. Et j'aurais voulu qu'il puisse nous l'expliquer, Roland Colbert. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je veux remercier d'abord aussi les organisateurs de cette manifestation de m'avoir invité, de m'avoir honoré de pouvoir parler dans cette table ronde. Puisque je suis bien chez moi et je ne me manifeste pas trop souvent dans la société. Mais je peux témoigner en tant que membre de l'ASPL, Patienten Vertretung, donc l'association pour le droit de voir des patients, qu'elles soient respectées. Et puis, je vais commencer quand même par quelques anecdotes. Donc, je contredis absolument le grand ami qui a parlé de pervers narcissiques, que nous vivons dans cette société où la télécommunication est tout à fait que nous n'avions autour de nous que des pervers narcissiques. Quand moi, je faisais mes études, il y a bien longtemps déjà, on parlait de sociopathes et de psychopathes. Alors, les sociopathes et les psychopathes étaient tous définis comme légèrement débiles mentaux, qui vivaient dans la campagne, paysans. Et le bon mot qui circulait, parce que ceux qui sont intelligents, ils ne se font pas attraper, vous voyez. Donc, c'était déjà toujours dans l'histoire de l'humanité, vous retrouvez cette situation qu'on a essayé de décrire maintenant. Il faut avoir des citoyens bien informés pour pouvoir se défendre contre ces gens-là. Donc, premier épisode. Deuxième point que je veux faire. Quand la crise a commencé, je travaillais encore, c'était en 2020, je travaillais encore comme responsable d'une structure de malades psychiques. Et alors, comme tout le monde, ou comme beaucoup de gens, j'étais un peu angoissé quand même. On annonçait une pandémie. Je savais bien que l'Organisation mondiale de la santé avait changé déjà les critères pour déclarer une pandémie, nous mettant dans une situation qu'une petite grippe avec beaucoup de malades dans le monde entier pouvait les amener à déclarer une pandémie. Mais il y avait une angoisse, il y avait toute cette publicité qui avait faite avec tous les films sur les virus et les mauvais virus et qui ont tué tout le monde. Donc j'ai téléphoné au ministère de la Santé, il y a ce virus-là qui vient de Wuhan, et j'ai cette structure-là, il y a quand même, disons, une centaine, 80 patients, personnel confondus, qu'est-ce qu'il va, il faut qu'on ferme, il faut faire attention à quoi, qu'est-ce qu'on doit... non, on va pas, non, ne fermez pas. Alors c'est une chose que, dites-leur de bien se laver les mains. Ça c'était vraiment en février 2020. Et puis est venu le premier lockdown. Donc, cette structure avait un petit restaurant, une brasserie. Et puis, évidemment, comme tous les brasseries fermaient, nous aussi, on devait fermer. On a fermé. On a téléphoné, j'ai téléphoné, mais est-ce qu'on doit fermer? Ben oui, tenez-vous aux lois et tout ce que les autres font, vous le faites aussi. Ok, on a fermé. Et puis, les restaurants ont de nouveau ouvert. J'ai téléphoné au ministère de la Santé. Comme on est une structure de la santé, on était conventionné par le ministère de la Santé qui nous finançait. J'ai demandé, les autres ouvrent, est-ce que nous, on peut ouvrir aussi? Nous, on n'a pas dit que vous deviez fermer. Alors, si vous voulez ouvrir, ouvrez. Et ce qui m'a étonné à ce moment, c'était que dans les EHPAD au Luxembourg, c'est des maisons de soins qui sont gérées par la COPAS, c'était la même chose. Donc, le ministère de la Famille, responsable de ces structures, ne disait rien. Comment faire? Ne donnait pas de recommandations. Donc, chaque directeur d'établissement faisait un peu ce qu'il voulait. Ce qui donnait des situations bizarres qui ont été bien critiquées. Mais notre ministre de la Famille, qui ne veut plus être candidate pour les prochaines élections, elle s'est bien sortie quand même d'affaire parce que, comme la presse est bienveillante, personne n'en a parlé. Et moi-même, j'ai fait une remarque dans la COPAS, donc, qui est la grande association des maisons de soins. J'ai dit, mais comment vous pouvez sauver les gens d'une mort certaine par un virus tellement dangereux si vous ne donnez pas même la moindre recommandation? Comment
les responsables de ces maisons, le personnel soignant et les personnes âgées peuvent faire attention à ne pas attraper cette maladie ou se faire soigner, etc. etc. Donc ça, c'était Luxembourg en 2020. Et puis, en tant que membre de la Patiente, nous avions, je crois que c'était après, quand les vaccins ont commencé à être distribués, à être forcés à prendre, on a forcé les gens à prendre les vaccins. On a élaboré un petit questionnaire concernant les effets secondaires, puisqu'on n'entendait que des rumeurs. Il y a quand même des effets secondaires, mais au Luxembourg, la presse n'en rapportait absolument rien. Donc, je sais que comme je passe souvent par la Belgique, j'ai pris un truc que je recevais en Belgique, et j'ai dit, à la Patiente, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc pareil, l'afficher chez nous et voir un peu ce que ça donne. Donc on a fait le truc parce que le ministère de la Santé n'avait rien changé. Donc il avait caché quelque part sur son site un formulaire que personne n'arrivait à trouver, où on parlait de médicaments, mais pas encore de vaccination. Donc il n'y avait aucun effet secondaire qui était déclaré. Et nous, quand nous avions mis ce formulaire sur le site, je crois en 2-3 semaines, on a eu 600 et plus de déclarations d'effets secondaires. Et puis, ce qui s'est passé, je crois que les Luxembourgeois le savent. Nous avons été contactés d'abord par le directeur de la santé qui nous a recommandé d'enlever ce formulaire directement de notre site. Nous, on a essayé de répondre amicalement en disant nous, on travaille ensemble avec votre ministère, on veut échanger, on va voir un peu. Puis, comme on n'a pas retiré le formulaire, on nous a envoyé une lettre élaborée par les juristes. Je n'aime pas trop les juristes. Du ministère de la Santé qui ont dit tout et n'importe quoi, des réglementations européennes, etc., qui nous interdisaient. Tandis que nous, on voyait quand même qu'en France, en Belgique, en Allemagne, partout, il y avait des ASPL qui présentaient de tels formulaires et qui aidaient à mettre un peu plus de transparence dans ce jeu. Nous, comme on est une ASPL, il y a un conseil d'administration, il y a un président, il y a des gens qui sont vaccinés, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui ont peur, il y a d'autres gens qui n'ont pas trop peur. On a enlevé notre formulaire. Le ministère a aussi, il faut le dire, changé un tout petit peu son formulaire et l'a mis un peu plus en évidence, que les gens peuvent maintenant le retrouver un peu mieux. Et puis, nous, on attend toujours, on a formulé une lettre, on attend toujours du ministère qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit. Mais au niveau de l'ASPL, on continue toujours. Donc, les prochains jours, peut-être la semaine prochaine, si Dieu et le président de notre ASPL veut bien, donc j'ai l'autorisation du vice-président de l'association, M. Jean Rousse, d'en parler. On va peut-être envoyer une lettre ouverte à M. Bettel, notre Premier ministre, au gouvernement et à la Chambre des députés, parce qu'au Luxembourg, la Chambre des députés a épaulé toutes ces mesures dégueulasses qu'ils nous ont fait maintenant subir pendant 3 ans. La seule chose que je veux dire encore, c'est que j'ai pris quelques questions, et après certaines de ces questions, j'ai mis toujours « et au Luxembourg », point d'interrogation. Donc, par rapport aux mesures sanitaires non pharmaceutiques, pourquoi n'y a-t-il pas encore eu d'analyse des dégâts collatéraux politiques, psychosociaux et sanitaires? Partout dans le monde, des études ont été menées qui ont conclu à un désastre concernant les enfants et les adolescents. Des retards scolaires énormes, une augmentation frappante des maladies psychiques, dépression et des suicides. Et au Luxembourg, une augmentation de la violence familiale, des divorces, des traitements psychiatriques des adultes est constatée partout. Et au Luxembourg, rien. Pour quelle raison le gouvernement a décrété une omerta autour des injections et surtout autour de nombreux effets secondaires graves et parfois même mortels de ces injections? Partout dans le monde, on enregistre une surmortalité étonnante et effrayante. On parle de morts, de myocardite, de péricardite, du zona, etc. Des milliers, des centaines de milliers de personnes en Europe souffrent. Et au Luxembourg, rien. Ce que j'ai encore dit, que le journalisme
Parce qu'on a dit que le journalisme, on peut peut-être le sauver, il y a des moyens de le sauver. Moi, les journalistes, avec moi, c'est comme les juristes, j'aime pas trop. Donc ça, c'est ma dernière question très personnelle qui n'est pas dans la patiente de votre jour. Pourquoi les médias officiels du Luxembourg n'ont pratiquement jamais, à une ou deux exceptions près, rapporté des études critiques d'experts internationaux ou nationaux? Qui a décrété cette omerta de la presse nationale? Et pourquoi le journalisme sérieux et engagé a été mis à la poubelle? Donc, c'est sur cela que je veux m'arrêter. La seule chose que je pourrais dire encore, que c'est dommage, il n'y a, je crois, je n'ai pas eu vu de caméra de RTL ou de journaliste du Luxembourg. Et c'est très, très, très dommage. Merci. Et donc, ce que j'adore, moi, vraiment, ce qui se passe là, ça, c'est quelque chose que j'adore parce que ça démontre qu'on peut mettre 4, 5 ou 6 personnes sur une scène ou un plateau qui vont parler plus ou moins d'un même sujet et qui ne sont pas nécessairement d'accord. Et on peut le faire. Alors, Karima voulait réagir. Karima Rouizi voulait réagir. Je lui donne la parole. Alors, je voudrais préciser en fait un point qui est important par rapport à la... Il y a une différence entre la France et le Luxembourg au niveau des juridictions. En France, effectivement, le problème de corruption, il est important. Au Luxembourg, je ne peux pas dire que ça existe ou que ça n'existe pas. Non, attendez. Laissez-moi terminer. Je parle des juridictions. Au niveau des juridictions, aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas dire que les juges sont corrompus et je ne pourrais pas dire qu'ils ne sont pas corrompus. Et il y a une grande différence encore par rapport à la France, c'est qu'au Luxembourg, dans les instances supérieures, Cour supérieure de justice et Conseil constitutionnel, nous avons des magistrats professionnels et pas des gens qui viennent du conseil, enfin je veux dire de gouvernement, comme en France en fait les membres du Conseil constitutionnel sont des anciens ministres, députés, voilà. Au Luxembourg, ce sont des juges professionnels qui sont promus au bout d'un certain nombre d'années. Alors, laissons le Luxembourg faire ses preuves quant aux affaires juridiques, parce qu'il y en a très peu. Et ne condamnons pas les juges pour l'instant parce qu'ils sont très peu saisis de la problématique. Parce que la plupart du temps, justement, le gouvernement a fait en sorte que ce ne soit pas discuté devant le juge parce qu'il a modifié les lois. Laissez le temps aux juges d'avancer avant de les condamner. Ensuite, effectivement, je suis d'accord avec monsieur. C'est pas toujours facile de travailler avec des juristes. Je suis entièrement d'accord. Donc voilà, ça c'est vrai. Et l'État a mis la mainmise, effectivement, surtout, a décidé de tout ce qui allait se passer grâce à l'urgence qui est formellement, enfin qui est contestée. Et pour les médias, fin 2020, ils ont mis en place des commissions composées uniquement de membres de gouvernement qui allaient déterminer le montant des sommes allouées, enfin des subventions allouées aux différents médias. Donc ne soyez pas étonnés que depuis 2020, au Luxembourg, il n'y a plus de presse libre. Ils sont subventionnés par l'État. Et il y a une commission spéciale mise en place pour ça. Merci. Alors, merci Karima. Je vais donner la parole, juste une seconde, je vais donner la parole à Olivier Quezou-Rousseau, puis à Emmanuel Darle, et puis si vous êtes d'accord, on prendra quelques questions dans le public. Ok ? Allez-y. Oui, non, je voudrais être très bref pour donner... corruption, non, c'est autre chose. Quelque chose qui fait obstacle à la séparation des pouvoirs dans ce domaine-là. Donc pour les médecins, pour l'industrie pharmaceutique, on a bien compris, ce sont les conflits d'intérêts d'ordre économique. Nous, on a un autre problème que je vais appeler pudiquement
sectarisme philosophique, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Mais si le vendredi soir, quels que soient les différents pouvoirs que vous représentez, vous vous réunissez, et puis dans un pays tellement petit comme le Luxembourg, bon, je sais bien, il y en a beaucoup qui rentrent dans ces sectes philosophiques sans aucune conviction autre que ça va m'aider pour faire ma carrière. Mais pour qu'il y ait une vraie séparation des pouvoirs qui fonctionne bien, il ne faut pas ce genre de connivence, de collusion que le ministre rencontre le président du Conseil d'État, le président de la Cour de cassation, dans un contexte qui n'est plus du tout, qui est très fraternel. Très fraternel. Merci beaucoup. Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors je voudrais juste réagir. On peut parler du Luxembourg, on peut parler de la France. On peut aussi élever le débat au niveau européen, notamment à la Cour des droits de l'homme. Je rappelle, il y a eu plusieurs procès de personnes qui ont été suspendues, privées de leurs droits fondamentaux, qui ont été déboutées. Voilà. Donc, dire que la justice n'a pas de corruption, etc., que, à mon avis, c'est quand même très utopique. Je peux comprendre. La science est corrompue. On le sait très bien en France et ailleurs. Aujourd'hui, l'Union européenne, la Commission européenne a acheté les laboratoires de recherche, les chercheurs, tous niveaux, tous azimuts. C'est un fait. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, je pense que déjà, peut-être sortir de l'utopie, accepter la situation, c'est déjà faire un pas. Et ce premier pas, il est nécessaire. Dire oui, on est dans un monde où les lobbying dirigent le Parlement européen, dirigent la Commission européenne. On est dans un monde où malheureusement, c'est plus tellement des gouvernements qui gouvernent, mais des cabinets de conseil et d'autres, et la justice ne fait plus son rôle. Peut-être que certains ont d'autres intérêts à travers notamment, je sais pas, je vais pas tomber dans le complotisme avec un guillemet, parce que je suis une complotiste et voilà. Mais bref, je pense que déjà, accepter ça, de dire, oui, on a ce problème, et ce problème, il n'est pas simplement français, il n'est pas dans d'autres pays, il est aussi et surtout européen. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, peut-être qu'à un moment donné, la question se posera de comment est-ce qu'on peut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière? Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à Céline de me rejoindre maintenant. Merci beaucoup à tous. Surtout, ne vous sauvez pas parce qu'on va prendre quelques questions dans la salle. Et je vais passer le micro à Céline pour ce faire. Merci Cécile. Alors, une question. Allez, je vais aller dans le fond, tout dans le fond. La petite dame en blanc. Mais oui, c'était mon jogging du dimanche. Écoute, j'ai trouvé que... Voilà. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui et surtout merci à toutes ces personnes aussi qui sont là pour nous éclairer et nous aider aussi pour y voir plus clair. Voilà, je suis une maman, une citoyenne très très inquiète pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Je voudrais savoir, parce qu'ici le gouvernement luxembourgeois se vante, Monsieur Bettel, Madame Tonson, que les textes de loi pour l'obligation vaccinale sont déjà prêts. Et il paraît que, voilà, comme Monsieur Macron dit, ils veulent emmerder les non-vaccinés. Je suis fière d'être complotiste et non-vaccinée, donc je me bats... Je suis là et je me bats beaucoup pour nos enfants et nos petits-enfants. Je voudrais savoir, concernant ces petits textes de loi pour l'obligation vaccinale, il parle qu'au début, ça va être des amendes. Une fois que les citoyens pauvres ne peuvent plus payer leurs amendes, ça va être emprisonnement. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous en avez... Je vais vous répondre. Concernant donc l'obligation vaccinale, je vais vous donner la position de l'État, tout simplement. Pour l'État, il n'y a aucun texte qui existe et aucune obligation vaccinale. Mais il y a le courrier signé de M. Bettel du mois d'août 2021, effectivement, qui parle
d'avant-projet. Donc, aujourd'hui, cette obligation vaccinale en elle-même est un projet du gouvernement. Voilà, elle est là, elle est au-dessus de notre tête, mais ce n'est toujours pas déposé à la Chambre. Monsieur Bettel a sollicité l'avis donc du Conseil d'État sur les potentielles sanctions qui pourraient être appliquées aux personnes qui refusent la vaccination. Dans les possibilités qu'il a vues, c'est effectivement un emprisonnement pour la personne qui refuserait de se faire vacciner, ou une amende. Cette amende, est-ce qu'elle doit être administrative ou une contravention en matière pénale? Est-ce qu'il est possible de prévoir une exclusion de ces personnes de la société? Je vous invite à aller sur le site du gouvernement, vous tapez « Obligation vaccinale Luxembourg » et vous trouverez en fait ce document-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il va advenir de cette obligation vaccinale? Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. On verra. Il faut qu'on attende. Et je peux pas dire plus parce qu'on attend justement une décision de justice par rapport à ça et on verra. Donc, le texte que moi j'ai vu prévoit une obligation vaccinale pour les plus de 50 ans et pour le personnel de santé. Le texte prévoyait aussi une amende de 150 € par mois, donc chaque mois. Hein, voilà. C'est un peu l'année. Ce que je trouve absolument ignoble, c'est l'espèce de collusion qu'il y a eu entre le Conseil d'État et Bettel et sa pègre, c'est pour concocter un recours, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui doit être déposé en 15 jours, et la juridiction, qui serait par hypothèse juridiction, le juge administratif, a 1 mois pour y répondre. Alors, évidemment, les arguments que nous allons mettre sont des arguments de violation des droits fondamentaux. C'est ridicule. On ne peut pas faire un travail sérieux. J'imagine, bon, voilà, les juristes ici qui sont avocats voient une déferlante de personnes qui disent voilà, défendez-moi. En 15 jours, ils devraient déposer. Ils n'ont pas le droit de le faire par email. Hein. Donc voilà. Et le juge, lui, devrait se prononcer en 1 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont seulement regarder est-ce que la personne était vaccinée ou pas vaccinée, et est-ce qu'elle avait une dispense médicale pour ne pas être vaccinée. C'est tout ce que va regarder ce juge administratif. Donc c'est un déni de droit, c'est une violation d'un autre droit fondamental qu'on appelle le droit à un recours effectif. Donc on est toujours dans le fameux abus. Hein. Juste un point concernant l'obligation vaccinale. Je vous invite à consulter le site de Freilieven. Il y a une lettre ouverte du 3 juin 2022, donc qui avait été lancée juste avant le débat prévu pour l'obligation vaccinale, où nous avons résumé en 6 points tous les arguments juridiques en défaveur de la vaccination. Donc je pense que nous avons quand même bon espoir et nous avons une bonne série d'arguments pertinent à opposer à cette obligation vaccinale. En tout cas, on n'en est pas là. Donc, on verra bien par la suite, mais on ne se laissera pas faire, en tout cas. Bon, je serai assez bref. Hein. J'ai 2 remarques. La première, j'ai effectivement aussi connaissance du texte de Bettel, qui m'a choqué profondément. Hein. Quand on regarde ce qu'il propose, il essaye effectivement de sonder de toutes les parts. Est-ce que c'est une simple amende? Est-ce que c'est une amende pénale? Est-ce que c'est une amende autre encore? Ou est-ce que c'est même l'emprisonnement? Je pense que si on arrive à un point où la santé personnelle, dans un cas aussi contesté que le Covid, hein, amène un citoyen à être emprisonné, je pense qu'on s'avance vers la guerre civile. La deuxième chose aussi, très 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 brève. Oui. Une deuxième question, bon, c'est une question et c'est une proposition. Je pense que là, c'est rigolo d'entendre le côté droit et le côté gauche sur le langage, disons, juridique. On dit nul est censé ignorer la loi. Or, je pense que
vous pouvez me répondre brièvement. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le milieu juridique, il faudrait un peu repenser à la formulation? Je pense qu'il ne suffit pas d'avoir 50 fois vu qu'avec à la fin des formulations relativement difficiles à comprendre pour quelqu'un dont ce n'est pas le domaine. Je pense que là, on dévie vers une situation. Je sais que ça a été déjà modifié parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge, hein, ça c'est clair. Ça a été modifié, mais je pense que ce n'est pas assez. Je pense que souvent, dans des plaidoyers, on a l'impression que l'essentiel est oublié et passe à côté dans une jungle de paragraphes et d'expressions spécifiques où le normal des citoyens n'a plus accès du tout. Voilà, donc c'est une proposition et une question. Est-ce que je vais juste réagir par rapport à l'obligation vaccinale. Alors, ce qui a été fait en France par rapport à la plainte pour empoisonnement, en fait, tout est parti de l'article donc, scientifique du 6 mai 2021, donc, qui atteste de l'intégration donc, de l'ADN, enfin de l'ARN messager dans l'ADN, qui a été confirmé par un article scientifique le 25 février 2022. Ces personnes-là, par ce vaccin, ont violé l'article 13 de la Convention d'Oviedo. Ça, c'est un fait. Donc, je crois que le Luxembourg est également signataire, en tout cas, je ne sais pas. Bon, elle n'est pas signataire, pas de bol. Il a ratifié, bon. Ah, il n'a pas ratifié. Tant est-il de toute façon que s'il y a plusieurs pays européens, l'Espagne, l'Italie, etc., justement, qui portent plainte, plusieurs avocats, peut-être devant la Commission européenne des droits de l'homme, on peut espérer que de toute façon, il soit peut-être entendu un jour que justement, c'est un crime contre l'humanité, puisque visiblement, ces injections modifient le génome de la descendance. Voilà. Je tiens juste à préciser que l'État luxembourgeois ne pourra pas dire qu'il n'est pas au courant que ça entraîne une modification de l'ADN et qu'il n'est pas au courant que ces vaccins ne protègent... Vaccins, j'utilise le terme que tout le monde utilise pour éviter des discussions en fait qui mènent pas à, comment dire, qui amènent des embrouilles alors qu'on risque d'oublier le point principal. Donc que ces injections n'empêchent ni la contamination, ni la voilà, vous avez compris. Et ça, on le sait depuis début 2021. L'État le sait officiellement également. Il est au courant que ça entraîne un problème Hiens, comment ça s'appelle de nouveau de la Hiens dépendance, le problème immunitaire en fait, que ça va entraîner un effondrement, voilà. Tout, voilà, merci, c'est ça. Donc tous ces documents scientifiques publiés officiels sont entre les mains de l'État officiellement et il ne pourra pas dire qu'il n'est pas au courant. Ça, c'est un point qui peut vous rassurer également. Voilà. C'est la dame avec le foulard jaune. Est-ce que je pourrais encore dire qu'au Luxembourg, il y a une loi qui est le droit des devoirs et des patients, donc droit et devoir des patients, qui dit clairement dans un article, je ne me rappelle pas lequel, qui dit clairement qu'on a le droit, chaque luxembourgeois a le droit de refuser toute intervention médicale. Il ne faut pas oublier ça, c'est un droit. Alors, la seule chose qu'il pourrait nous faire, c'est que tous les non-vaccinés, moi je suis vacciné contre tout ce que vous voyez, tous les trucs anciens, je suis vacciné. Mais je ne ferai jamais un truc expérimental, je ne suis pas un cobaye. Donc ce qu'il devrait alors faire, nous déclarer tous fous alliés, ne plus être responsables de nos actes. Donc il faut faire attention aussi quant à l'obligation vaccinale, il faut changer certaines choses. Donc on va devenir des cas psychiatriques, tout le monde ici. Oui, bonjour maître. S'il vous plaît, vous avez dit que la corruption n'existait pas apparemment. Enfin, il y a peut-être suspicion qu'au Luxembourg. Est-ce que vous pensez que la corruption n'a pas de frontières, maître ? C'est une question que je vous pose.
D'autre part, est-ce que c'est judicieux? Moi, je suis très interpellée par comment se préparer à la prochaine, ce qui nous prépare, eux étant, voilà. Ce qui s'est passé, par exemple, je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, quand il y a eu le problème de l'apartheid, quand ils ont décidé, ils ont eu le courage de mettre les choses à plat, c'est-à-dire que chacun, il y avait ceux qui ont été victimes, ceux qui ont été bourreaux, et au milieu, il y avait il y avait Monseigneur Desmond Tutu. Déjà, faire l'état des lieux, on est en train de le faire, l'état des lieux. Mais je pense que quand une loi est inique, on a le devoir, vous en premier, parce que la justice, où qu'elle soit, on reste pas... On est des êtres humains et on vit sur la Terre. Il n'y a pas que le Luxembourg, la France ou l'Europe. Nous sommes des êtres humains vivant sur la même planète. Donc quand vous, en tant que justice, représentant de la justice, si vous défaillez, qu'est-ce qu'il reste au peuple, nous, qu'est-ce qu'il recourt? Les médias sont brimés pour le saint argent. Vous autres aussi, pour d'autres, les mêmes raisons, grosso modo, ou peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Bref, on a vu les choses. Donc, on est fustigé, nous, monsieur, madame, tout le monde, mais en fait, quel recours on avait? Parce qu'eux, ils avaient préparé longtemps à l'avance. Nous, on a eu l'effet de surprise. Donc, quand on a un effet de surprise, on est pantois, on peut pas réagir. En plus, on était matraqués de toutes parts. Oui. Alors, oui, d'accord. Non. Mais ce que je veux vous dire, ce n'est pas du tout une attaque personnelle. Je dis juste que quand on veut faire avancer le schmilblick, c'est-à-dire comment se préparer, il faut peut-être déjà commencer à reconnaître qu'on a eu tort et qu'on... Oui, mais madame, je comprends très bien. J'ai très bien compris. Alors, vous pensez que moi, je suis Pas vous. Non, mais dans votre façon de parler, vous croyez qu'on est des petits-enfants de 2 ans, 3 quarts. D'accord ? Je parle simplement, je ne veux pas partir dans une pensée où on généralise, ou parce qu'il y a 1 ou 2 corrompus, tout le corps est corrompu. Je suis contre les généralisations. Et il y a un autre point aussi qui est important. Tant qu'une personne ne s'est pas prononcée, on ne peut pas la condamner. La plupart des magistrats au Luxembourg ne se sont pas prononcés, donc laissons-leur le temps de se prononcer avant de les condamner. Et c'est bien pour ça que j'ai fait une différence entre la situation française et la situation luxembourgeoise. Effectivement, nous vivons sur une planète. Nous sommes tous des êtres humains, nous venons tous de la même manière et un jour ou l'autre, nous mourrons tous. Je l'ai toujours dit depuis toujours, il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Alors, nous sommes là. Sur tous les avocats du Luxembourg, nous sommes 2 présents aujourd'hui. Donc, déjà, dans votre raisonnement, il y a un biais très simple. Parce que vous dites, vous, les avocats, les juristes, vous ne faites rien. C'est ce que ça voulait dire en substance. On fait ce qu'on peut, et comme je l'ai expliqué depuis plusieurs mois et années, un avocat ne peut agir que sur un mandat. On ne peut pas agir par nous-mêmes. On peut lancer des idées, on peut lancer des choses, mais on ne peut pas aller au tribunal et représenter quelqu'un qui n'existe pas. Donc, on a fait on fait ce que l'on peut en fonction de nos moyens. Ensuite, quand je dis vous, je n'ai pas dit vous qui êtes ici, je parle de tout le monde, de tout être humain qui vit au Luxembourg ou en France. Il appartient à chacun de se bouger et non pas de transférer chaque fois la responsabilité sur un tel ou un tel ou un tel. Nous sommes tous responsables. Tous. Et c'est à nous de bouger et de faire le nécessaire pour la suite. Et effectivement, il y a eu des dysfonctionnements pendant ces 3 ans. Il faut en tirer les conclusions. Il y a eu d'autres personnes qui sont intervenues. C'était des journalistes, c'était des scientifiques. Ils ont apporté leur point de vue par rapport à cela. Et nous sommes ici pour un week-end, c'est pluridisciplinaire, et nous apportons tous un point de vue. Mais c'est pas, la vérité, la façon de faire ne va pas venir de nous uniquement. Nous ne sommes pas seuls et nous n'avons pas autorité pour dire à vous aussi, faites ceci, cela. On apporte nos idées et à chacun d'agir.
Un petit mot de clôture, comme ça nous allons peut-être passer à la suite, pour essayer de rester dans un timing plus ou moins tip-top. Non, on arrête les questions, on a déjà dépassé le quart d'heure, il faut vraiment que je tienne le timing. Vous vous croisez à l'extérieur, je pense que tous les intervenants ont été quand même vachement ouverts pour répondre à chaque personne, ils ont pris le temps, moi je l'ai vu de mes yeux. Franchement, tout le monde a été très ouvert pour répondre. Ici, il faut qu'on tienne un timing et il y a surtout des personnes qui attendent et des témoins qui attendent, qui sont un peu mal à l'aise. Donc maintenant, on va essayer de clôturer ce chapitre-là, si vous voulez bien. Un petit mot de fin et après, je passe sur le message suivant. Merci. Eh bien, merci. '" Je disais bien sûr, je vous invite à la signer. Je l'ai personnellement signée également. Voilà. Emmanuel, oui. 24,89 et suivez le nombre de signatures journaliers. Tous les jours, tous les matins, vous regardez. Et n'oubliez pas de valider aussi la signature parce que vous recevez un email et vous validez la signature. Voilà. Pétition 24,89. Je peux vraiment pas. On a quelqu'un qui attend derrière, on peut pas. Emmanuel. Merci à tous donc pour votre accueil et puis merci à l'ensemble des juristes. On a le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Merci. Un dernier mot de ma part, je crois que je peux dire, monsieur le vice-président de notre association est là. Donc, dans notre lettre que nous allons essayer de publier la semaine prochaine, nous demandons la même chose. Nous nous différencions de cette pétition, mais nous demandons la même chose, une commission indépendante pour analyser tout ce qui s'est passé les dernières 3 années.